Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode haletant de Plus belle la vie, encore plus belle. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'épisode 340. Diffusé le lundi 26 mai 2025 sur TF1, et autant vous le dire tout de suite, cette journée à Marseille est tout simplement explosive. Un cadavre, une enquête et une suspecte qui pourrait bien être l'enquêtrice elle-même. Oui, vous avez bien entendu, Durieux est retrouvé poignardé dans sa garçonnière, et c'est Ariane ? Encore sous le choc d'une nuit dont elle ne se souvient qu'en bribes sanglantes, qui est rappelée pour mener l'investigation. Une Ariane à la fois brillante flic et femme hantée par un possible crime. Contrainte d'affronter ses souvenirs brumeux et ses propres démons. Pendant que Boé et Patrick tentent de garder la tête froide, l'enquête bascule dès l'apparition d'un témoin clé. Un voisin qui affirme avoir vu une femme quitter les lieux du crime. Le piège se referme, et Ariane vacille sur un fil invisible entre vérité, culpabilité et manipulation. En parallèle, on suit avec émotion le combat de Chloé, ancienne détenue, maman courage, rejetée par le système immobilier malgré sa bonne volonté. Grâce à Jules, journaliste décidé à raconter l'envers du décor, elle trouve enfin une voix. Une voix qui mérite d'être entendue. Et au cabinet médical, Gabriel Riva se transforme en patient infiltré pour tester le nouveau médecin. Le docteur Sorini, sauf que ce dernier n'est pas un inconnu pour Babette, bien au contraire. Leur passé commun en Grèce refait surface et pourrait bien faire trembler plus que les murs du cabinet. Enfin, le retrait brutal de la juge Colbert du dossier Durieux, les secrets que cache la garçonnière, et la liste grandissante des femmes que Durieux aurait pu trahir, dresse un tableau trouble d'un homme à double vie, dont la vérité pourrait exploser à tout instant. Accrochez-vous, l'épisode 340 est un cocktail de tension, d'émotion et de révélation. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et plongeons ensemble dans ce nouveau chapitre captivant de Plus belle la vie, encore plus belle. Lorsque le téléphone d'Ariane a sonné, elle savait déjà que ce n'était pas anodin. En voyant le nom de Patrick Nebou s'afficher, son cœur s'est brièvement serré. Elle a hésité. Puis elle a décroché. « Ariane, c'est moi. Je vais être directe, la mise à pied est levée. Je veux que tu viennes au commissariat. » Elle n'a pas tout de suite répondu. Sa voix, quand elle a trouvé la force de parler, était froide et lasse. « Pourquoi ? Vous avez besoin de moi maintenant que Durieux est mort ? » Un silence, de quelques secondes à peine, mais lourd. La femme de ménage l'a retrouvé ce matin. Il a été poignardé dans sa garçonnière. On lance l'enquête. Et je veux que tu sois là. Ariane a baissé les yeux, crispée. Ce nom, Durieux, résonnait dans sa tête comme une cloche fêlée. Elle revoyait le sang, le couteau, la panique. Le vide. Tu veux vraiment que je bosse le dessus ? Patrick a soupiré. Tu le connaissais. Tu savais comment il fonctionnait, qui il fréquentait, ses habitudes. Et, t'es la meilleure pour ça. Elle a ravalé sa colère, son dégoût, et sa peur. Très bien. Je viens. Quand elle a raccroché, elle est restée figée un long moment. Elle s'est appuyée contre la table, les jambes faibles. Puis, d'un souffle. Ils veulent que j'enquête sur sa mort, alors que je me suis réveillée à côté de son cadavre. Quelques minutes plus tard, dans le bureau de Patrick, l'atmosphère est tendue quand elle arrive. Il la regarde avec prudence. Pas comme avant. Merci d'être venu. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je voulais que tu sois la première à savoir. Boé est en route. On te briefera ensemble. Elle l'interrompt. Tu crois que je l'ai tué ? Patrick est surpris. Il ne s'y attendait pas. Il hésite. Je crois qu'il faut qu'on reste professionnel. Ariane sourit, un rictus amer. Tu crois que c'est une réponse, ça ? Un silence tombe. Et déjà, le doute est là. Partout. Au pavillon des fleurs. La lumière du matin filtre à travers les rideaux, douce mais énergique. Jules, carnet sous le bras et regard curieux, vient d'arriver. Il salue rapidement Myrtha, qui lui indique que Luna est dans le bureau. Tu sais, parfois,
le pavillon se porte caution solidaire. Mais c'est au cas par cas. Parlant avec Luna, elle pourra te dire mieux. Quelques minutes plus tard, dans le petit bureau lumineux, Luna lui tend un café tiède et sourit. Si tu veux écrire sur la crise du logement, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter. Une histoire vraie. Brute. Elle se lève, appelle depuis le couloir. Chloé, tu peux venir un instant? Chloé entre, discrète, fatiguée. Ses traits sont tirés, mais ses yeux restent vifs. Luna fait les présentations. Jules est journaliste. Il fait un papier sur les galères de logement. Tu veux lui raconter un peu ton parcours? Chloé hésite, puis hoche la tête. J'ai un petit boulot, j'ai une fille en famille d'accueil, j'ai pas de dette, mais j'arrive à rien. Soit on me demande 3 garants, soit les loyers sont impossibles. Et quand t'as fait de la prison, même une chambre insalubre, on te la refuse. Jules prend quelques notes, la regarde avec attention. Tu fais des visites en ce moment? Il y en a une dans 1 heure. Mais j'y vais sans grand espoir. Je viens avec toi. Je veux voir de mes yeux ce que tu vis. 1 heure plus tard? Dans un petit appartement au 3e sans ascenseur, l'agent immobilier termine son discours commercial. Le logement est correct, sans plus. Chloé semble s'y voir déjà, mais le verdict tombe vite. Le propriétaire demande 2 CDI et un garant physique ou une garantie bancaire. Chloé baisse les yeux. Jules l'observe. Et si une association se porte caution solidaire? Ça. Il accepte pas. Il veut du sérieux. La visite s'arrête là. Dans l'escalier, Chloé lâche, d'une voix blanche. Voilà. C'est toujours comme ça. Je suis jamais assez fiable. Jamais assez stable. Même quand j'essaie. Jules ne prend plus de notes. Il range son carnet. Je vais écrire ton histoire. Et cette fois, ce sera toi, la vraie, qu'on verra. Pas juste un dossier rejeté. Chloé le regarde, un peu surprise. Un peu émue. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vue. Pas jugée. Au cabinet médical, la matinée est calme. Trop calme pour Gabriel, qui ne peut s'empêcher de garder un œil critique sur le nouveau venu, le docteur Sorigny. Nommé en remplacement provisoire, il a commencé ses consultations ce matin. Mais pour Gabriel Riva, il ne suffit pas d'avoir une plaque sur la porte pour être digne de porter la blouse. Alors, sans prévenir personne, il a pris un rendez-vous, sous un faux nom. Quelques minutes plus tard, le docteur Sorigny accueille un certain, Monsieur Marin. Gabriel entre, lunettes rondes et petite écharpe en laine autour du cou, un air souffreteux parfaitement étudié. Bonjour docteur, j'ai comme une sensation d'oppression thoracique, surtout quand je monte les escaliers. Et aussi, une gêne diffuse au niveau du flanc droit. Le médecin, courtois. Professionnel, l'écoute sans broncher, pose des questions pertinentes, fait preuve d'une bonne écoute, mais Gabriel note intérieurement chaque hésitation, chaque approximation, chaque détail négligé. 1 demi-heure plus tard, Gabriel revient dans son propre bureau, retire les lunettes et souffle. Bon, il s'en sort pas trop mal. Bonne posture, bon relationnel, prise de tension correcte. Une auscultation un peu rapide, mais rien de grave. Il attrape son carnet de notes. Un bon 7,5 sur 10. Babette, qui passait par là, lève un sourcil amusé. Tu vas lui remettre une fiche d'évaluation aussi pendant que Tigrec? Gabriel sourit. Non. Je vais attendre un 2e rendez-vous. Et cette fois, avec un symptôme neurologique. Elle lève les yeux au ciel. Riva, t'es incurable. Exactement. Et c'est pour ça que je suis le plus qualifié pour tester les autres. Dans la garçonnière de Durieux, l'air est lourd, saturé d'un silence étrange. Boé observe les lieux avec méthode. Ariane, elle, reste un instant sur le pas de la porte, pétrifiée. Le parquet est propre. Trop propre. Plus aucune trace de sang. Plus de couteaux. Plus de draps. Tout a été nettoyé. Froidement. On estime l'heure de la mort entre vendredi soir et samedi matin,
annonce Boé en consultant son carnet. Section de l'aorte. Mort quasi instantanée. Ariane ne répond pas. Elle avance dans la pièce, en silence, jusqu'au lit. Elle fixe le matelas. Son regard se trouble. Les images reviennent. Brutales. Elle se voit. Haletante, les mains tremblantes, tirant un drap. Puis un sac. Elle revoit ce qu'elle a jeté, sans réfléchir, dans une poubelle en bas de l'immeuble. Des vêtements? Une serviette? Elle ne sait plus. Ou elle ne veut pas se souvenir. Boé la regarde, doucement. Je suis content que tu sois de retour. Elle sursaute presque. Il insiste, sincère. Vraiment. T'as pas idée de ce que c'est, ce boulot, sans toi. Ariane hoche lentement la tête. Elle se force à sourire. Mais en elle, c'est la panique sourde. Le doute. Le gouffre. Car si elle a bel et bien nettoyé la scène, c'est qu'elle a paniqué. Mais pourquoi? Pour cacher quoi? Pour couvrir qui? Ou parce qu'au fond, elle ne veut pas savoir si c'est elle. Et dans son silence, elle comprend qu'elle marche sur une corde raide. Enquêteuse le jour, suspecte la nuit. À la terrasse d'un petit bistrot près de l'hôpital, Babette et Gabriel déjeunent en profitant d'un rare moment de répit. Gabriel évoque d'un ton mesuré leur nouvelle recrue au cabinet, le docteur Mathieu Sorigny. Il est compétent, calme. À l'écoute, peut-être un peu trop scolaire. Mais bon, j'ai vu bien pire. Babette esquisse un sourire taquin. Et ça, venant de toi, c'est presque un compliment. À ce moment-là, Mathieu Sorigny arrive pour prendre un café à une table voisine. Il les reconnaît immédiatement. Oh! Docteur Riva. Babette. Babette se lève aussitôt, stupéfaite. Non mais, c'est pas vrai. Mathieu Sorigny? Toi ici? Il sourit, ravi. En chair et en os. Ils échangent une brève accolade chaleureuse. Gabriel les regarde, un peu surpris. Vous vous connaissez? Babette, encore sous le choc de la coïncidence. On a bossé ensemble il y a des années, en mission en Grèce. Dans un dispensaire à Kalamata. 2 mois d'urgence absolue, des journées sans fin. Et ce monsieur tenait la barre comme un chef. Sorigny hoche la tête, plus grave. Cette mission m'a marqué. Mais après ça, j'ai eu besoin de lever le pied. Trop de terrain, trop d'épuisement. J'ai postulé ici pour retrouver un peu de cadre. Babette s'installe à nouveau à table, tout sourire. Eh bien tu vas être servi. Surtout que tu remplaces quelqu'un de très important pour moi. Elle marque une pause, plus douce. Léa, ma fille. Elle vient de se faire opérer d'une tumeur au cerveau. Mathieu baisse les yeux, sincère. Je suis désolée. J'espère qu'elle va bien. Elle récupère doucement. Et c'est un soulagement de savoir que c'est toi qui prends la suite. Vraiment. Gabriel observe la scène. Derrière l'enthousiasme de Babette, il perçoit déjà que la relation entre elle et Sorigny pourrait bien n'être plus qu'un simple souvenir de mission humanitaire. Dans le bureau de Patrick, l'ambiance est feutrée mais tendue. La juge Colbert est venue en personne. Son visage est impassible, presque froid, mais Patrick remarque immédiatement une certaine raideur dans sa posture. Elle ne s'assoit pas. Je viens vous informer officiellement, commandant. Je me dessaisis du dossier Durieux. Patrick fronce les sourcils, surpris. Vous êtes sûr? Vous étiez pourtant très impliqué. Elle le coupe, d'une voix ferme, presque trop contrôlée. Justement. Peut-être trop. C'est un choix personnel. Et stratégique. Vous comprendrez. Sans un mot de plus. Elle tourne les talons et quitte la pièce. Patrick reste pensif, troublé par ce retrait soudain. Il n'a pas le temps d'approfondir, car Boé entre aussitôt, rapport d'autopsie en main. Durieux a bien été poignardé, aucune trace de lutte. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'endroit où on l'a retrouvé. Patrick relève la tête. La garçonnière? Boé hoche la tête.
Sérieux. Exactement. Ce genre d'endroit, c'est pas anodin. Pas un lieu de vie, pas un domicile déclaré. C'est un lieu, privé. Intime. Pour des rendez-vous qu'on cache. Il marque une pause. Puis lance, plus bas. Et si c'était une femme? Une relation mal digérée? Quelqu'un qui aurait eu une bonne raison de lui en vouloir, et qui connaissait l'endroit. Patrick soupire. Le problème, c'est que Durieux a eu tellement de relations floues qu'on va devoir tirer un fil dans un sac de nœuds. Un silence. Mais une chose devient de plus en plus claire. Durieux menait une double vie. Et peut-être que la clé de sa mort se cache du côté de celle qu'il a voulu contrôler, puis trahir. Dans la salle de réunion du commissariat, les volets sont partiellement baissés, la lumière de fin d'après-midi filtrant très oblique sur les dossiers étalés. Idriss entre d'un pas vif, tenant une fiche d'audition. On a peut-être un témoin. Un vrai. Patrick lève les yeux aussitôt, tout comme Boé. Ariane, présente, se fiche discrètement. Un voisin du deuxième. Il vit juste en face de l'immeuble de la garçonnière. Il est formel, samedi matin, il a vu quelqu'un sortir en vitesse du bâtiment, un peu avant 8 heures. Patrick fronce les sourcils. C'est précis? Il a noté l'allure pressée, le fait que la personne a remonté sa capuche à la sortie, comme si elle ne voulait pas être vue. Boé demande, en se redressant. Il pense pouvoir l'identifier? Idriss acquiesce, ferme. Il est prêt à regarder des photos. Et il a précisé que c'était une femme. Il en est sûr. Et il pense pouvoir la reconnaître. Un silence tombe. Court. Brutal. Ariane détourne les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle sent la tension lui nouer la gorge. Sa respiration se fait plus courte, plus discrète. Boé ne remarque rien. Mais Patrick, lui, aperçut un léger frisson chez elle. Un tremblement dans la mâchoire. Un clignement de paupières un peu trop rapide. On le fait venir demain matin. Qu'il jette un œil au profil. Idriss note. Je m'en occupe. La réunion se termine. Les pas s'éloignent. Mais Ariane reste figée sur sa chaise. Et si ce témoin la reconnaissait? Et si la vérité éclatait avant qu'elle n'ait pu la reconstituer elle-même? Et voilà, chers amis, cet épisode 340 de Plus belle la vie, encore plus belle nous laisse sur un véritable fil du rasoir. Entre le regard perdu d'Ariane, de plus en plus prisonnière de ses souvenirs confus, l'apparition d'un témoin capital qui pourrait tout faire basculer. Et les zones d'ombre du passé de Durieux qui ressurgissent, l'enquête promet d'être aussi douloureuse que complexe. Ariane est-elle en train d'enquêter sur sa propre culpabilité? Ou est-elle victime d'un piège savamment orchestré? Du côté de Chloé, la détresse sociale prend enfin un visage, une voix, un espoir. Grâce à Jules, sa parole se libère. Et avec elle celle de tant d'autres invisibles. Un combat humain, poignant, qui touche en plein cœur. Et pendant ce temps, le cabinet médical devient un théâtre d'observation, entre méfiance, nostalgie, et possible tension à venir. La relation entre Babette et le docteur Sorigny, bien plus profonde qu'il n'y paraît, pourrait bien raviver quelques braises endormies. Autant dire que les prochains épisodes s'annoncent aussi intenses que bouleversants. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et de partager vos théories en commentaire. Ariane est-elle vraiment innocente? Qui aurait pu en vouloir à Durieux? Et jusqu'où ira Chloé pour se reconstruire? Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et rendez-vous très vite pour un nouveau décryptage de Plus belle la vie, encore plus belle. À bientôt.